Donc, merci Sabine. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour basculer un petit peu sur l'insuffisance cardiaque avec le docteur Nicolas Piriou. Donc, on m'a demandé de présenter le film de l'année 2020 en insuffisance cardiaque. Donc, j'ai pris la consigne au pied de la lettre avec une petite connotation cinématographique. Donc, on va retracer un petit peu le box-office 2020 et voir ensemble qui a pu gagner la Palme d'Or cette année en insuffisance cardiaque. On va commencer tout de suite en attaquant le blockbuster de l'année, catégorie grand public. Donc les 4 fantastiques de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Je vais vous présenter les protagonistes archi connus. Pour commencer, donc on a Beta Block, on a Ernesto Elasti EC, Gentil Aldo, blague pas facile à assumer devant tout le monde, mais... Et le dernier protagoniste qui nous intéresse, la nouvelle héroïne, donc c'est Dapa Girl, évidemment, pour représenter la dapagliflozine. Donc, en revenant un petit peu sérieux, dapagliflozine, c'est le Forxiga. C'est donc le premier représentant de la classe des inhibiteurs du SGLT2, un sodium glucose cotransporteur de type 2, arrivé en France. C'est un traitement qui touche un récepteur situé sur le tube contourné proximal du néphron avec un effet de diminution de la réabsorption du glucose et donc d'augmenter la glycosurie au niveau rénal. Et donc médicament développé initialement comme antidiabétique du fait de cet effet glycosurique, mais qui va avoir un effet additionnel très important, qui est un bénéfice cardiovasculaire majeur, ce qui est assez rare pour être souligné dans les traitements antidiabétiques. Donc notamment dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Alors je ne vais pas rentrer dans les mécanismes mis en jeu dans ce bénéfice, ils sont probablement pléiotropes, avec un petit peu en lien avec la diurèse osmotique, mais également d'autres mécanismes qui ne sont pas encore tous élucidés. Donc l'étude qui a montré le bénéfice de la dapagliflozine, c'était fin 2019, DAPA-HF, qui a montré versus placebo un bénéfice sur hospitalisation pour insuffisance cardiaque et mortalité pour insuffisance cardiaque, avec également tous les critères secondaires et notamment la mortalité toute cause sur la droite qui est positive. Donc un fait marquant pour un antidiabétique. Là où la dapagliflozine a fait encore plus fort, c'est que contre toute attente, quand on a étudié les données de DAPA-HF, on s'est rendu compte que les patients soient diabétiques ou non diabétiques, le bénéfice était le même dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, et donc potentiellement un nouveau candidat pour un traitement tout venant de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Les recommandations n'ont pas tardé. En 2019, dans l'ESC, concernant le diabète, on recommandait d'utiliser ce traitement, mais uniquement chez les patients diabétiques. Et les nouvelles recommandations à venir de l'insuffisance cardiaque qui sortiront l'année prochaine vont probablement confirmer la place prépondérante de cette nouvelle classe médicamenteuse dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Alors, on va pouvoir se poser la question, est-ce qu'on va devenir dépendant des collègues diabétologues pour introduire nos propres traitements ? Heureusement non, puisque je vais être très bref sur le côté pratique de la dapagliflozine, puisque les plus chanceux d'entre vous pourront en rediscuter avec nous cet après-midi à l'atelier insuffisance cardiaque. En pratique, la dapagliflozine, finalement, c'est assez simple. C'est un traitement unique, une dose unique, 10 mg par jour. Également, il existe une association fixe avec la metformine. C'est un médicament qui n'entraîne pas d'hypoglycémie, donc on l'utilise chez le patient non diabétique sans entraîner d'hypoglycémie. Il a relativement peu d'effets indésirables, à noter des risques d'infection urinaire, notamment féminine, et de mycose génitale. Et il n'y a pas de contre-indication notable, pas d'interaction médicamenteuse et pas de surveillance spécifique. Donc c'est un traitement qui finalement est vraiment relativement simple à manier une fois qu'on a un petit peu l'habitude. Donc l'indication actuelle du traitement, c'est FEVG inférieur à 40%, symptômes d'insuffisance cardiaque, clairance de la créate à plus de 30 ml/min. Et pour le moment encore, la présence d'un diabète de type 2 en France. On est toujours en retard par rapport aux autres pays dans le monde pour le remboursement. Prochainement, dans les prochains mois, probablement le diabète va sauter puisqu'on pourra donner chez les patients non diabétiques présentant une insuffisance cardiaque à FEVG moins de 40%. Donc la Dream Team, le panel, l'arsenal thérapeutique s'élargit avec ce nouveau traitement. Donc qui dit plus de traitement dit plus de complexité éventuellement pour les introduire, les titrer, dans quel ordre. Donc potentiellement ouvre la voie à des hospitalisations de jour peut-être, spécialisées d'insuffisance cardiaque pour la titration, ou des parcours IPA qui arrivent sur
dans notre pratique qui vont pouvoir nous aider éventuellement à titrer de façon rapprochée les traitements chez les patients qui en ont besoin. Alors, on passe à la catégorie espoir de l'année puisque le succès fait des envieux et donc pourquoi pas passer à un club des 5 jusqu'où on va s'arrêter dans ces traitements d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Le match est déjà lancé en 2020 puisqu'on a 2 candidats qui font leur apparition, le Vericiguat et l'Omecamtiv Mecarbil. On pourra remercier le bonhomme qui nous a donné ce nom imprononçable. Donc le Vericiguat, pour commencer, c'est un stimulateur de la guanylate cyclase soluble, une nouvelle classe médicamenteuse qui va jouer sur la voie du monoxyde d'azote avec un effet vasodilatateur. Bénéfice prouvé dans l'étude Victoria, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc dans le New England, avec une positivité sur le critère de jugement principal, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et décès cardiovasculaire, effet relativement modeste mais néanmoins significatif. Et pour l'Omecamtiv Mecarbil, c'est un traitement d'une nouvelle classe médicamenteuse également, qui est un activateur de la myosine, avec un effet inotrope positif et fait intéressant qui n'entraîne pas d'augmentation du calcium intracellulaire pour le côté arythmogène et pas d'augmentation de la consommation myocardique en oxygène. Étude galactique HF parue début d'année, sur laquelle on avait participé également, qui est aussi positive, effet modeste mais positif sur le critère de jugement qui est le critère similaire. Donc 2 candidats pour cette 5e place, si on veut. Ces 2 nouveaux médicaments sont relativement bien tolérés dans les études Princeps. Assez simple d'utilisation pour le Vericiguat, un petit peu plus compliqué pour l'Omecamtiv avec une titration sur des dosages plasmatiques. Et donc par contre, la place est quand même complètement à définir de ces nouveaux traitements. Est-ce qu'ils sont un traitement de 5e intention dans un sous-type de patients les plus graves notamment à adapter en fonction du profil de patient? Probablement, mais voilà, pour le moment, on ne les utilise pas encore. Notamment l'Omecamtiv, vu qu'il est inotrope positif, semblerait avoir un effet plus marqué dans les portions, enfin plus la FEVG est altérée, plus l'effet va être bénéfique. On passe à l'ICFEP, je vais accélérer un tout petit peu. L'ICFEP en 2020, est-ce qu'on est encore sur une éternelle tragédie chez ces patients ICFEP qu'on n'arrive pas à traiter? Alors j'ai l'habitude de dire que la population d'ICFEP, c'est un petit peu les patients irréductibles gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur pharmaceutique. Alors est-ce qu'on est toujours dans cette situation? Alors pour que ça n'a pas manqué, le début d'année 2020, on continue les déceptions avec Parangon HF qui a étudié l'Entresto, qui s'est cassé les dents dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, après la success story qu'on connaît des dernières années. Dans l'étude donc Parangon HF, le critère de jugement principal est négatif. Alors certes, il est pas loin de la significativité, 0,058, mais néanmoins négatif. Alors on a pu rechercher un petit peu les sous-groupes dans lesquels on va pouvoir être plus efficace avec l'Entresto dans l'ICFEP, avec notamment potentiellement un effet un peu plus bénéfique chez les femmes, dans la portion d'FEVG la plus altérée à moins de 57%, donc entre 50 et 57%, avec toutes les réserves qu'on connaît sur les études en sous-groupe. Mais néanmoins, à noter, aux États-Unis, la FDA a autorisé l'Entresto, a levé les restrictions sur la FEVG dans l'utilisation de l'Entresto. Donc les Américains ont le droit d'utiliser l'Entresto dans la FEVG préservée. Donc éventuellement à garder en tête pour une utilisation au cas par cas dans des cas difficiles d'ICFEP. Vitality HFPF, donc même tarif pour le Vericiguat dont j'ai mentionné précédemment, étude négative en 2020. Et donc l'espoir renaît peut-être dans l'ICFEP avec ICFEP Wars, le film Un nouvel espoir, puisque les données très récentes viennent de paraître, donc ça date d'il y a quelques jours, c'est pas encore publié mais c'est présenté à l'ACC, les études de Soloist et de Scord, qui sont 2 cohortes qui ont étudié la sotagliflozine, qui est un inhibiteur SGLT1 et SGLT2, étude Soloist à laquelle on avait également participé, et qui, en poulant ces 2 études, montre un résultat extrêmement prometteur et intéressant, puisque le bénéfice cardiovasculaire des traitements sotagliflozine est similaire sur tout le spectre de la FEVG, et y compris les FEVG plus de 50%, avec le critère de jugement dur qu'on retrouvait dans les autres études, et un nombre de sujets à traiter qui est faible, puisqu'il est de 7 dans les FEVG à plus de 50%. Donc vraiment, un espoir des SGLT2 également dans l'ICFEP.
Et le meilleur reste à venir pour 2021 et 2022, puisque les études de plus grosse ampleur de Emperor Preserve des Deliver, qui étudient les 2 glyphosines les plus avancées et celles qui sont disponibles actuellement en France, vont paraître en 2021-2022. C'est là vraiment, j'ai fini sa dernière phrase, pour finir par une dernière petite pirouette, avec l'étude du même nom, qui n'est pas encore publiée, mais avec des résultats également aussi un petit peu intéressants. Étude de la pyrphénidone, qui est un traitement anti-TGF-bêta, qui est utilisé par nos collègues pneumologues dans la fibrose pulmonaire idiopathique, qui montre des résultats préliminaires intéressants, avec une diminution du volume extracellulaire en IRM, donc de la fibrose, et une diminution du taux de NT-proBNP. Alors certes, c'est moins de 100 patients, et il n'y a pas encore de critères morbimortalité, mais une voie intéressante, puisqu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de fibrose intramyocardique dans l'ICFEP. Voilà, je vous remercie, je vais laisser la parole à Nicolas. Merci David. Je ne présente plus Nicolas, qui comme vous commence à bien blanchir, donc on fait partie de l'équipe. Et Nicolas va rentrer plus dans la spécificité des cardiopathies hypertrophiques ou amyloses. À propos de vieillissement, ouais, ça tombe bien, merci. Je vais donc vous parler d'amylose cardiaque. Alors, mon cher David, tu viens de nous dire que les études dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée avaient été assez prises en défaut et en difficulté. Alors, probablement qu'une des explications, et on a vu ce que tu viens de nous montrer sur la fibrose, là, c'est de s'adresser plus à l'atteinte myocardique. Et probablement qu'un certain nombre d'échecs dans ces études-là ont été liés à cette fameuse amylose cardiaque. Donc, on diagnostique de plus en plus grâce à ces outils diagnostiques sur lesquels c'est pas le sujet de revenir ce matin, mais voilà, on diagnostique de plus en plus avec une augmentation exponentielle ces dernières années du diagnostic d'une amylose très particulière, qui est la plus fréquente qu'on rencontre maintenant en cardiologie, qui est l'amylose à transthyrétine, qui touche donc des patients comme moi, relativement âgés. Alors, pour cette amylose à transthyrétine, on a un traitement. Du coup, c'est pour ça que c'est probablement très, très intéressant de la dépister, en plus chez ces patients avec des profils d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Les premières données intéressantes, elles ont été publiées en fin d'année 2018, et à travers la publication sur le tafamidis, qui a fait l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation au cours des 3 dernières années. Donc le tafamidis marchait très bien chez ces patients, mais il y a une chose surtout très intéressante à retenir ici, sur ce processus de dépôt amyloïde très progressif dans le temps, c'est que c'est un traitement qui va marcher tardivement après son utilisation. Les patients ils vont en tirer un bénéfice en termes de mortalité, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque au bout d'environ 2 ans de traitement, même si on a un bénéfice fonctionnel qui semble arriver un petit peu plus tôt dans l'utilisation. On a continué à mouliner les données au cours des dernières années. Il y a eu une phase d'extension avec 2 types de dosages, donc 20 mg qui était le dosage utilisé dans l'atteinte neurologique et génétique historiquement, chez des patients plus jeunes. Et il y avait un dosage qui a été testé dans cette étude-là à la base de 80 mg par jour, qui, vous voyez, plus on a suivi longtemps les patients, a tiré le bénéfice du traitement en faveur d'un dosage assez fort de 80 mg. Donc ça, en pratique, dans votre utilisation, c'est important, parce que depuis la semaine dernière, au journal officiel est sorti l'AMM pour le tafamidis dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, qu'elle soit héréditaire ou sauvage. Maintenant, la seule chose qu'on a le droit d'utiliser, c'est le tafamidis à 61 mg, qui est l'équivalent en biodisponibilité de 80 mg, et ce sera disponible dans les pharmacies de ville sur prescription initiale hospitalière et renouvellement annuel par le cardiologue habituel du patient. Dernière chose très importante donc, dans l'utilisation en vraie vie de ces traitements qui sont très très coûteux, c'est un petit peu plus de 4 000 € par mois. C'est que, donc, je vous le rappelle, patient très âgé comme moi, bénéfice du traitement au bout de 2 ans d'utilisation. Donc attention et méfiance et
modération dans l'utilisation du traitement, parce qu'on sait que, vous voyez, en termes d'espérance de vie et de gains en vie, en survie attendue et de gains en qualité de vie, les patients très âgés que vous allez traiter et initier en classe 4 NYHA, absolument aucun bénéfice. Bénéfice en termes d'années de vie gagnées, dès qu'on est en classe 3 NYHA, c'est discutable. Hein, c'est vraiment du cas par cas à ce moment-là chez des patients très âgés. Et vraiment, le message, c'est initiation la plus précoce possible et détection, du coup, la plus précoce possible chez les patients, si possible, les plus jeunes possibles. Mais c'est vrai que, bon, en pratique, passé 80 ans, 85 ans, stade 3-4 NYHA, c'est vraiment une discussion au cas par cas et plutôt se tempérer. Surtout que finalement, il y a encore des espoirs pour ces patients-là, c'est qu'on participe à pas mal d'études thérapeutiques sur le sujet. Et ces patients-là qu'on choisirait actuellement de ne pas traiter par tafamidis, on peut très bien les rentrer dans les essais cliniques qui se poursuivent sur d'autres classes thérapeutiques qui vont cette fois-ci, contrairement au tafamidis qui empêche les dépôts amyloïdes de se déposer dans les organes, on va empêcher la synthèse de la substance amyloïde, et là en l'occurrence de la transthyrétine. Et ça fait l'objet d'études en cours qu'on peut tout à fait proposer à vos patients actuellement et qui permettront quand même malgré tout de les suivre. Dernier mot sur les cardiomyopathies. Les CMH, où là on a eu un traitement extrêmement prometteur qui est apparu également l'année dernière, où on a participé également à ces études-là, plutôt dans les formes obstructives de cardiomyopathie hypertrophique. C'est exactement le mécanisme d'action inverse de ce que David vous a montré tout à l'heure sur l'omecamtiv. C'est le mavacamten qui va empêcher les ponts entre l'actine et la myosine qui sont à l'origine de la contraction du sarcomère. Donc on s'attend ici à un effet plutôt inotrope négatif visant à limiter l'obstruction dynamique chez ces patients. Et c'est tout à fait ce qui a été vérifié. Je vous ai montré tout à l'heure l'échographie d'une des patientes qu'on a inclus dans l'étude, où vous avez vu son gradient avant traitement et déjà sous bêta-bloquant. Eh bien, on a observé donc, chez notre patiente un effet assez spectaculaire, et c'est exactement le profil qui a été vérifié dans l'étude, avec une baisse très significative des gradients de repos sous Valsalva et à l'effort, avec une nette amélioration fonctionnelle de ces patients, et sans effet délétère sur la fraction d'éjection, et un profil de tolérance qui semble extrêmement favorable. Donc ce traitement-là fait encore l'objet d'études d'extension et d'analyse. Il n'est pas encore disponible en routine dans notre utilisation, mais ça va probablement arriver dans les mois à venir. Et dernier mot, une dernière étude qu'on est en train de proposer probablement à vos patients. Vous savez que l'autre aspect de la cardiomyopathie hypertrophique, c'est la prévention de la mort subite, avec les défauts du score de risque actuel qu'on connaît tous au quotidien. Et dans ce cadre-là, on a des prédicteurs de risque de mort subite qui commencent à s'affiner, et notamment cette fameuse fibrose en IRM authentifiée par le rehaussement tardif, les outils un petit peu plus récents d'échocardiographie tels que le strain, la génétique. Tout ça, ça va faire l'objet d'un nouveau score de risque qui va être réactualisé dans les années à venir par l'intermédiaire de ce PHRC, dans lequel également on peut inclure vos patients depuis la fin de l'année dernière, qui est le PHRC, donc Optim-HCM, qui est une étude purement observationnelle, mais où on va mouliner toutes les données nouvelles d'IRM, de strain, de génétique, pour pouvoir créer un nouveau score de risque plus pointu de prévention de la mort subite. Merci. Merci Nicolas. Peut-être une question le temps que nos orateurs suivants arrivent. Moi, j'ai une question, du coup, Nico. 4 000 € par mois, 2 ans pour l'amélioration de la mortalité. Donc, ça fait en gros 100 000 €. Ouais. Pour le bénéfice. Ils mettent des garde-fous dans l'HAS où on va payer beaucoup d'impôts? Alors, dans l'ATU, non, mais c'est la grosse question. Dans l'ATU, le seul garde-fou, c'était classe 4 NYHA. Je pense que c'est encore le critère de non-indication absolue qui reste dans l'AMM, mais quand on voit les données un peu simulées de vraie vie là, sur ce qu'on attend en gain, dès la classe 3 et passé 80 ans, il va falloir sérieusement discuter
cas par cas chez ces patients-là. Mais le garde-fou, entre guillemets, c'est pas le bon terme, c'est que c'est presque initiation hospitalière. Hein. Donc nous, notre rôle, ça va être vraiment de screener ces indications-là. C'est pas 4500, c'est 7500, le 61 mg. Le 61 mg, il a changé. Oui, c'est 7500 le. T'as raison, c'était 4000 le. Oui. C'est-à-dire que le 20 mg était à 4500. Beaucoup de cardiologues parisiens prescrivaient du 80 mg. Et donc Pfizer, qui était en déficit, a obtenu 7500. Il y a eu une énorme polémique aux États-Unis parce qu'effectivement, c'est 4000 le 20 mg. Et aux États-Unis, le 61 est passé à 4 fois le prix. Et ça, en termes de simulation médico-économique, ça passe pas du tout. Aux États-Unis, ça représente 30 milliards d'euros par an. Donc, ça va être un problème.